Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Je viens effectivement remplacer Muriel Doménac qui devait être là et comme vous l'avez dit, elle s'est excusée car elle est à la session inaugurale du COSPRAD qui est le comité scientifique de prévention de la radicalisation. C'est la mise en œuvre d'une mesure du plan national de prévention de la radicalisation qui était très attendue. C'est donc un comité scientifique qui est formé de chercheurs et donc la date a été confirmée il y a peu et c'est pour ça qu'elle ne peut pas être là. Donc on avait préparé ensemble son propos et donc je vais essayer de la remplacer le mieux possible et de vous présenter, comme il était indiqué sur le programme, la politique de prévention de la radicalisation en France. Alors quand on a réfléchi avec Muriel Doménac à la façon dont on allait vous présenter cette politique de la prévention, il est clair que le plan national de prévention de la radicalisation, qui est aujourd'hui le plan en vigueur et qu'on décline, était bien entendu au centre de cette politique. Donc je vais vous parler de ce plan, mais surtout aussi de sa mise en œuvre, puisque ce plan a été adopté le 23 février 2018, donc il a un petit peu plus d'1 an. Actuellement, on prépare la célébration de ces 1 an, donc vous imaginez bien que toutes les choses qu'on a pu faire ensemble depuis 1 an, donc c'est sur le plan évidemment sur ses logiques, mais aussi sur tout ce qu'on a fait depuis et vous faire peut-être un petit bilan, comment on a mis en œuvre ce plan. Et puis, bien évidemment, on avait noté que ces journées étaient aussi sous le signe de l'Europe, puisque ce sont des journées européennes. Je pense que c'est la première fois que vous mettez le titre européen. Et donc ça, pour nous aussi, c'est vraiment important. Parce que vous l'avez souligné, mesdames Thuot et Fauvet, vous l'avez souligné, le travail qu'on essaie de faire vraiment au quotidien, le travail entre institutions et associations, qui est pour nous fondamental, et j'y reviendrai. Mais il y a aussi le travail avec les pays européens, les pays qui sont également impactés et dont on tire les leçons tous les jours. Et donc je voudrais saluer la présence de nos collègues belges, en particulier de ma collègue Dominique Laurent que je connais. Et donc je pense que c'est vraiment très important pour vous, pour nous, de s'inspirer de ce que font les pays des États membres qui sont eux aussi également impactés et qui eux aussi ont inventé, imaginé des dispositifs face à ce problème de la radicalisation qui était un problème qui nous a, j'ai envie de dire, tous un petit peu sidérés. Donc je pense qu'on a à prendre à la fois, j'ai envie de dire peut-être l'intérêt du phénomène de la radicalisation, c'est qu'il nous invite en quelque sorte à dépasser les frontières, et des frontières de toutes sortes, c'est-à-dire à travailler entre institutions et associations, mais aussi à travailler véritablement avec les autres pays. Et donc pour revenir sur le plan national de prévention de la radicalisation, la France, comme les autres pays européens, a eu plusieurs stratégies contre la radicalisation. Et donc le plan, qu'on appelle aussi Prévenir pour protéger, le plan de 2018 est le 3e plan. Et donc vous en avez eu un premier en 2014, un second en 2016, qui était peut-être un petit peu plus connu, c'était le PART, et un 3e en 2018. Et je crois que c'est un petit peu comme tous nos partenaires européens. Si vous prenez par exemple le pays pionnier qui est la Grande-Bretagne en la matière, puisqu'elle a eu un plan de prévention de la radicalisation dès 2005, après les attentats de 2005 de Londres, elle a une stratégie qui est Prevent, et elle a systématiquement revu sa stratégie quelque part tous les 2 ans. Et je pense que nos collègues belges également nous parleront quelque part de ce défi qui est la lutte contre la radicalisation et le terrorisme, qui change sans cesse de visage et qui nous oblige à revoir nos dispositifs. Donc si vous voulez, quand on présente ce plan, on dit c'est le 3e, et on a parfois pour les personnes qui sont peut-être moins familières avec ce champ, elles disent mais enfin pourquoi si vite changer de plan? Mais c'est parce qu'on est obligé de s'adapter. On est obligé de s'adapter à un état de la menace qui change, et ça je vous en parlerai, mais on est aussi obligé de s'adapter et de tirer les leçons dans le bon sens, c'est-à-dire qu'en fait on réoriente notre action en fonction de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et c'est pour ça aussi que c'est vraiment important pour nous d'être régulièrement en lien avec vous,
qui avaient le contact, j'ai envie de dire, privilégié avec le terrain et qui savaient ce qui s'y passe. Donc le plan Prévenir pour protéger, quelque part, c'est un plan qui est parti de l'idée qu'il n'existait pas en France ni ailleurs de formules, j'ai envie de dire, de formules magiques pour déradicaliser, comme on disait à l'époque, et on a complètement abandonné ce terme. Aujourd'hui, on parle plutôt de désengagement de la violence extrême. Donc, il n'y avait pas, si vous voulez, de stratégie, en quelque sorte. Personne n'avait trouvé la bonne formule. Et donc, il fallait, en quelque sorte, essayer de travailler, j'ai envie de dire, sur plusieurs pistes. Et surtout mettre l'accent sur les bonnes pratiques, sur les choses qui marchaient sur le terrain. Et ça, c'était vraiment important d'avoir le retour donc, des acteurs de terrain. Et aussi, une autre logique qui a guidé ce plan, c'était d'élargir la dimension interministérielle. Alors c'est vrai que le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation a dès l'origine été interministériel, mais j'ai envie de dire qu'on a élargi cette interministérialité puisqu'il y avait évidemment l'intérieur, la justice et on a ajouté l'éducation qui a une place vraiment essentielle, la santé et les affaires sociales. Aujourd'hui, on travaille aussi les questions de sport, par exemple. Et on a élargi également au ministère du Travail, au secrétariat d'État aux droits des femmes. Donc, on a véritablement aujourd'hui 20 départements ministériels qui sont engagés dans cette politique. Donc, la logique d'élargissement de l'interministérialité a aussi été fondamentale pour, en quelque sorte, la création de ce plan. L'autre logique qui a présidé à ce plan, c'était également de mobiliser au-delà de l'État, des administrations et des associations, les collectivités territoriales. Et ça, c'est important aussi. C'est aussi, comme vous, associatifs, les collectivités territoriales sont des acteurs de terrain. Et on a véritablement besoin de relais sur le terrain parce que, bien évidemment, la déclinaison de la politique de prévention de la radicalisation à l'échelle locale, ça a d'abord été les préfectures, et vous en avez parlé, la mise en place de ces cellules départementales de suivi des personnes radicalisées. Mais au sein des préfectures, donc, on avait cette mobilisation et bien entendu, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi associer les municipalités, par exemple, qui sont véritablement les acteurs j'ai envie de dire, de première ligne, qui sont responsables des écoles, etc. Donc ça aussi, ça a été vraiment une logique. Donc ça, ce sont vraiment les logiques qui ont présidé à ce plan et qui ont fait que ce plan était le premier plan entièrement dédié à la prévention. Et ça, il était entièrement dédié à la prévention parce que les deux précédents que je vous ai cités, 2014 et 2016, étaient aussi des plans de lutte contre le terrorisme. Donc vous voyez, ça voulait vraiment signifier que pour nous, la prévention était une priorité et qu'elle méritait à elle seule un plan. Alors, un an après la publication et l'annonce de ce plan, on peut dire qu'il y a des choses qui sont allées très vite. Et par exemple, je pense, j'évoquais l'école tout de suite, les mesures écoles du plan national de prévention de la radicalisation ont été déclinées très vite, sous l'impulsion d'une éducation nationale qui avait déjà été sensibilisée. Donc si vous prenez le plan, ce sont là, en gros les 10 premières mesures qui concernent l'école. Et là, j'ai envie de dire, les choses sont allées assez rapidement. On a également fait d'importants progrès en matière de détection. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était important, de détecter les personnes radicalisées. Donc, vous connaissez le CNAPR, donc le dispositif national de signalement. Mais ce qui était important, si vous voulez, c'est là encore, comme on a travaillé avec les préfectures, c'était un peu un processus descendant. Et ce qu'il nous fallait aussi, c'était en quelque sorte sensibiliser les acteurs de terrain dans tous les j'ai envie de dire toutes les sphères de la société pour que la détection puisse être l'affaire de tous. Quelque part, notre objectif, c'était de développer une culture de la vigilance dans tous les secteurs de la société. Et ça, on l'a fait, c'est une des mesures du plan. On l'a fait dans des champs où on était peut-être moins attendu, qui étaient peut-être moins évidents, comme l'entreprise, l'université et le champ du sport également, qui est vraiment un champ qu'on a cherché à beaucoup investir parce que c'est un champ à risque. Donc on a essayé de développer, par exemple dans l'entreprise, donc c'est moins facile, ce sont effectivement des acteurs privés, donc développer un guide. Là récemment
On a publié un guide et c'était vraiment important pour nous, voyez, d'avoir cette stratégie de sensibilisation des acteurs qui sont des acteurs de terrain et de pouvoir diffuser auprès de ces acteurs qu'est-ce que la radicalisation, quels sont les signaux, quels sont les vecteurs de détection et de signalement qui sont à votre disposition. Donc ça, ce sont aussi des choses qui ont été importantes pour nous dans la mise en œuvre de ce plan et qu'on est en train véritablement de concrétiser. Je vous disais qu'on s'est beaucoup inspiré de l'expérience pour ce plan et Madame Fauvet, vous évoquiez vos premiers contacts avec le CIPDR et je crois qu'une des priorités qui traversent ce plan, c'est de professionnaliser les acteurs de terrain et de travailler avec ces acteurs de terrain. Alors, la radicalisation, c'est un phénomène complexe. C'est un phénomène qui a confronté les acteurs, les intervenants sociaux, tous les acteurs du travail social à des situations qui étaient inédites. Comme tout le monde a été sidéré. Dans un premier temps, on a eu un premier réflexe sur lequel on est revenu, qui était de recourir à ce qu'on appelle, nous, des experts autoproclamés. C'est-à-dire des gens qui arrivaient et qui nous disaient, nous, on sait parfaitement faire, on sait déradicaliser, etc., et qui s'autoproclamaient experts. Et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et donc, c'est quelque chose qui a été abandonné dès 2016. Et dans cette logique-là, en fait, notre ligne directrice a été de se dire, on va travailler avec les acteurs de droit commun, avec les acteurs qui sont déjà sur le terrain, qui ont déjà une expérience de l'intervention sociale dans tous les champs, de l'intervention sociale, de l'intervention psychologique, etc. Donc véritablement, ça a été une priorité qui a traversé le plan et vraiment de recourir à ces acteurs. Donc votre premier contact avec M. Lafitte et avec Arnaud Colombier a donné lieu en quelque sorte à un travail qui est vraiment un travail de fond au CIPDR, qui est nous ce qu'on appelle le réseau des réseaux. On appelle ça le réseau des réseaux, c'est-à-dire qu'en fait, on rassemble régulièrement des réseaux qui sont évidemment le CNLAPS, les maisons des adolescents, les missions locales, la Fédération nationale des missions locales, la Fédération française de psychiatrie, donc tout, il y en a plus, j'en oublie, la Fédération nationale de l'école des parents, je dois oublier encore, et voilà, Citoyen Justice, voilà, excusez-moi. Donc, on réunit régulièrement ces réseaux à peu près tous les trimestres. Et ça, c'était vraiment une idée de Jean-Pierre Lafitte, donc, qui est magistrat et qui est un collègue au CIPDR. Et donc, ça a été vraiment quelque chose qu'il a mis en œuvre dès le départ, qui a été de dire, on va travailler avec ces réseaux, on va travailler avec eux parce que ce sont eux qui ont le contact, et puis aussi parce qu'on a des projets à mener avec eux, on a des projets qui sont de professionnaliser les acteurs, de les aider à professionnaliser les acteurs. Donc pour vous donner une idée des mesures qui ont été mises en œuvre dans le cadre de ce plan, par exemple, il y a tout un travail de mobilisation des acteurs de la santé mentale qui est vraiment important pour nous et qui était vraiment une volonté d'associer les acteurs de la santé mentale aussi bien aux cellules départementales de suivi qu'à la prise en charge des personnes dans la logique de ces cellules. Et on l'a fait avec la mesure 37 du plan, qui a été le soutien aux états généraux psy sur la radicalisation qui ont eu lieu en novembre 2018. Donc ces états généraux, ils ont impliqué plus de 400 professionnels. Et donc pour nous, c'était vraiment le moment de faire un état des lieux des conventions qui avaient été passées entre les préfectures et les ARS, de la collaboration, de la coopération vraiment très, très étroite qui s'est liée sur dans le champ territorial entre les acteurs de santé mentale et les préfectures. Donc ça a été vraiment une logique qui a été pour nous importante, qui nous a permis déjà de faire un retour de terrain
et sur laquelle, bien évidemment, on travaille aujourd'hui, par exemple, au sein de ce réseau des réseaux avec la Fédération française de psychiatrie. On travaille pour essayer d'en tirer le meilleur et d'essayer d'avoir un petit peu des guides pour travailler pour pouvoir diffuser auprès des professionnels de santé mentale les bonnes pratiques, les pratiques à développer. Et donc la Fédération française de psychiatrie, par exemple, est en train de mettre la dernière main au rapport qu'elle fait pour le CIPDR sur ce sujet-là. Donc ça, c'est une première action qui a été menée avec les acteurs de terrain. On a aussi tout un travail de formation sur lequel on a véritablement investi parce que, évidemment, si vous vous dites que ce sont les acteurs de droit commun qui doivent prendre en charge les personnes radicalisées, ben il faut assurer leur formation parce qu'il n'en demeure pas moins que la radicalisation, c'est un phénomène complexe et évolutif. Donc le CIPDR développe des formations de 2 jours tous les mois auxquelles je pense certains d'entre vous ont participé, qui ont lieu dans cet amphithéâtre. Mais aussi on a développé des sessions, donc ça ce sont des sessions nationales qui se passent ici à Paris. On a développé des sessions dédiées pour les acteurs du sport récemment. Pour les élus des collectivités locales et territoriales également, on fait des sessions de prévention qui sont particulières. Il y en a eu une aussi pour les acteurs de la politique de la ville. Donc en gros, depuis 2016, on a formé 27 000 personnes à la prévention de la radicalisation. Vous voyez, donc c'est quand même pas rien. Donc ça, c'est vraiment un gros investissement qui est la contrepartie du travail avec les acteurs de droit commun. Également, à l'échelle locale, ce qu'on fait, c'est qu'on propose aux préfectures ce qu'on appelle des marchés de formation, c'est-à-dire qu'on leur propose un droit de tirage sur des formations à la prise en charge des personnes radicalisées, aux concepts clés de l'islam. Et cette année, on va inaugurer une nouvelle formation qui est la prévention de la radicalisation dans le sport. Donc ça, c'est véritablement un travail, on investit énormément sur la formation. On évoquait le développement de travaux communs avec la Fédération française de psychiatrie ou avec le CNLAPS qui avait publié un guide. Et en ce moment, vous le savez puisque vous y avez participé, on est sur le point de publier un guide du travail social, la prévention de la radicalisation dans le travail social, qui est véritablement le fruit du travail de tous ces réseaux. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le CIPDR qui a écrit un guide sur le travail social, mais véritablement, il a demandé à tous les réseaux avec lesquels on travaille d'apporter en quelque sorte une brique à ce guide qui va paraître, je pense, dans les jours qui viennent et qui est en ce moment relu par le Haut Conseil du travail social. Donc, ça, c'est aussi un exemple d'action mise en œuvre depuis la publication de ce plan. On a également, toujours dans cette logique d'avoir les meilleurs acteurs sur le terrain, on a publié ce qu'on appelle un cahier des charges. C'est-à-dire qu'en fait, les préfectures nous disaient, bon, d'accord, au départ, on a fait appel à des acteurs autoproclamés. Maintenant, vous nous dites qu'il faut faire appel à des acteurs de droit commun. Mais nous, comment on fait pour choisir le bon acteur? Comment on fait pour savoir quand il y a une association qui vient et qui nous dit voilà, on a tel projet et on va faire des miracles en matière de prise en charge des personnes radicalisées? Comment on fait? Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que vous imaginez bien que c'est compliqué, on nous demandait de labelliser, mais c'est pas facile de labelliser. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de proposer aux préfectures ce qu'on appelle un cahier des charges. Un cahier des charges, c'est des critères, c'est-à-dire qu'on propose aux préfectures un ensemble de critères que les associations qu'elles subventionnent doivent respecter. Par exemple, vous avez des critères de nombre d'années d'existence d'une association, c'est-à-dire qu'on considère que ça n'est pas tout, mais si une association existe depuis un certain nombre d'années, si elle a une histoire, et c'est aussi qu'elle a une expérience, et donc c'est important de faire confiance à des associations qui ont de l'expérience et peut-être d'avoir un petit peu plus de réticence à l'égard d'une association qui vient tout juste de déposer ses statuts. On a un ensemble de critères, donc vous pouvez les consulter puisque c'est un décret du 3 avril 2018 qui les a fixés.
et qui aussi, par exemple, on a les diplômes des personnes qui vont prendre en charge les personnes radicalisées. Ça, c'est important aussi. Donc, on a fait toute une liste pour guider les préfectures dans le choix de leurs partenaires, parce que là aussi, on estimait que c'était vraiment important de les aider dans ce sens. On évoquait également le fait que cette journée est une journée européenne. Ce qui a été aussi important pour nous, ça a été de travailler avec nos partenaires européens pour la mise en place d'un centre de ressources européen. Donc c'est une impulsion effectivement franco-allemande, mais qui a été partagée par la plupart des États membres, de partager les bonnes pratiques sur le terrain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, et on essaie de le faire dans le cadre des institutions européennes et avec l'aide de la Commission. Donc ça, ce sont vraiment des logiques qui ont été importantes. Vous vouliez tout à l'heure terminer sur une note positive, et je crois que c'est compliqué aujourd'hui de terminer sur une note positive, parce que il y a ce qu'on appelle l'évolution de l'état de la menace, et c'est vrai que si les premiers plans qui ont été élaborés étaient des plans qui géraient les départs sur les zones de combat irako-syriennes, aujourd'hui ce qu'on a à gérer, ce sont les retours. Et donc évidemment le plan de 2018 essaie d'apporter des réponses, et ces réponses, bien évidemment, on les apporte en collaboration avec la direction de l'administration pénitentiaire. Et ce sont donc le plan de 2018 prévoit, donc là c'est les mesures 49 à 50 et quelques, qui prévoient des dispositifs de désengagement et de réinsertion pour les personnes qui reviennent des terrains de combat. Alors, pour les personnes sous main de justice, vous le savez, a ouvert en octobre à Marseille un centre de prise en charge individualisé qui est inspiré du dispositif expérimenté en Île-de-France, donc qui tire toutes les leçons au fond de l'échec de Pontourny, des dispositifs antérieurs, et qui est un dispositif, on va dire, de prise en charge individualisée de jour. Pour les mineurs de retour, là aussi, beaucoup de choses ont été faites. Donc l'idée aujourd'hui est de renforcer le suivi, à la fois un suivi social et sécurité. Tout à l'heure, vous évoquiez les mineurs en disant effectivement que ce sont des mineurs en danger. Et nous, c'est ce qu'on partage, évidemment, cette idée que souvent on parle de ces mineurs de retour en voyant un danger dans ces mineurs. Il y a l'expression communément admise et de dire que ce sont des bombes à retardement. Mais pour nous, ce sont d'abord des mineurs en danger. Je partage complètement votre analyse. Enfin, le CIPDR est complètement sur cette logique-là, qui est de dire qu'il y a vraiment un effort à faire sur le suivi au long cours, et le suivi avec les acteurs aussi en santé mentale. Donc ça, c'est un travail qu'on essaie de mener véritablement au jour le jour avec nos collègues de la santé. Pour les détenus pour terrorisme, comme désormais pour les détenus de droit commun radicalisés, vous le savez, tous passent progressivement par des quartiers d'évaluation de la radicalisation qui sont actuellement au nombre de 4. On a également des établissements, des quartiers de prise en charge de la radicalisation. Donc là encore, ces quartiers se développent. Au départ, on avait aussi un prisme qui a évolué, c'est-à-dire qu'on pensait effectivement à des détenus masculins exclusivement, mais aujourd'hui, on a depuis un certain temps adapté, bien évidemment, au fait que les retours sont pour la plupart beaucoup de retours de femmes. Donc les femmes aussi, il y a un dispositif à la fois d'évaluation et de prise en charge, ce qui est vraiment important. Et donc on a des discussions aussi avec la mission nationale de lutte contre la radicalisation violente à ce sujet-là, pour bien prendre en charge toutes les variétés, en quelque sorte, de détenus et de personnes sous main de justice, et d'adapter les dispositifs. Pour les sortants de détention, on a également un accompagnement socio-professionnel qui est prévu, et ça, c'est véritablement important aussi pour nous. Donc ça, ce sont vraiment les grandes logiques du plan. Et
ce qui est vraiment essentiel pour nous, c'est qu'on travaille aussi, j'aurais pu également vous parler du travail qu'on fait avec les collectivités locales un petit peu plus en profondeur, mais également du travail avec la société civile, et notamment avec les acteurs de l'Internet, qui est véritablement très important. Mais je crois que je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. Vous avez beaucoup de choses, je pense, à dire aujourd'hui. Ce que je voulais simplement dire pour résumer le travail qu'on essaie de faire avec vous, en partenariat avec vous, c'est qu'on développe ce qu'on appelle une chaîne de protection. Une chaîne de protection au sein de laquelle les éducateurs spécialisés, les acteurs de l'éducation spécialisée ont une place qui est une place centrale et privilégiée et qui est une place véritablement qu'on veut continuer à conforter avec vous pour nous s'inspirer de ce que vous faites et essayer de vous soutenir dans ce que vous faites, tout en ayant un regard, je crois, vraiment essentiel sur les pratiques inspirantes qui nous viennent de l'étranger. Je pense que c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.